hey! Hey, 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 hey. Salut, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir l'Europe, bonsoir la France. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de l'Europe, enfin non, la journée de l'Europe. Rebonsoir Gaël Gallois, Ornithorynx Sama, bonsoir à toi. Dans des Lions 502, oh, Luda, bam, direct, il commence avec une question super technique. Est-ce que les listes déposées, les alliances interparties sont toujours possibles? Non. Bien sûr que non. Une fois que les listes sont déposées, bah, c'est foutu. Si tu veux soutenir notre liste, il faut que tu abandonnes et que, par exemple, tu ne déposes pas les bulletins de vote dans les bureaux. Et auquel cas, tu appelles à voter pour notre liste, mais tu peux plus faire de fusion, quoi. À un moment, c'est fini, quoi. Et comme il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de fusion possible. Donc, en fait, on est sûr là que toutes les petites listes, enfin pardon, pas petites, toutes les listes de gauche ne fusionneront jamais et que bah, toutes ces histoires depuis janvier sur on va être ensemble ou pas, on va faire un truc, votation citoyenne, est-ce qu'il faut qu'on soit ensemble? Bah non, ça n'aura jamais lieu. Donc nous sommes le 9 mai 2019 et donc le 9 mai c'est la journée de l'Europe et figurez-vous, alors j'étais voir quand même hein, pour vérifier, qu'est-ce que tu me mets là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? que, hein, quoi? Ah non, mais stop! Ah! Non, il n'y aura pas de renaissance UDI, exactement comme il n'y aura pas d'alliance entre le PC, Génération, le PS, etc. etc. Et donc, eh bien, en fait, je me demandais à quoi ça correspondait ce 9 mai 2000, enfin, ce 9 mai. Et en fait, il y a une déclaration de Schuman en 1950 qui a été prononcée avant la naissance de la Communauté économique européenne, donc la CEE. Et donc on l'a institué, alors ce jour ne date pas de 50, hein, ni de 51, mais on a institué ce jour en 85. C'est le Conseil européen, et c'était à Milan, ils se sont dit tiens, on va faire une journée de l'Europe pour célébrer cette déclaration de Robert Schuman. Voilà. Alors petite parenthèse nationale quand même, parce qu'il est tombé cet après-midi, juste après Party Time, que le Conseil constitutionnel avait donné son feu vert à l'organisation du premier référendum d'initiative partagée en France. C'est la première fois qu'on arrive à avoir les signatures de 187 parlementaires. Bonjour panneau municipal. Alors écoute, ça Ce tombe sera bien, on a une invitée l'occasion. du DI, donc tu pourras lui poser toutes tes questions dans un quart d'heure sur le chat avec Nora Berra, numéro 2 de la liste. Et donc il ne manque plus maintenant qu'à trouver 4,7 millions de signatures. L'Intérieur, le ministère de l'Intérieur doit en fait mettre en place la collecte des signatures de manière physique ou numérique. J'espère qu'ils ont tous dans les cartons quand même pour pouvoir le déployer assez vite. Et après, il y a 9 mois pour récolter donc 10% du corps électoral. C'est pas rien. Vu le sujet, ça me paraît pas impossible toutefois qu'il y ait quand même presque 5 millions de personnes qui signent contre la, la privatisation d'ADP. Auquel cas, ce serait effectivement une première. Macron a dit qu'il voulait passer ça à 1 million. Bon, a priori, ce serait effectivement plus simple à réunir quand même 1 million de signatures que 4,7 hein, quand même. Mais si le PS, entre autres, qui est celui qui a mené la bataille au niveau parlementaire, arrive après à obtenir un référendum grâce à presque 5 millions de signatures, bah, ce serait une belle performance politique et une première dans la 5e République. Rebonjour à toi, Dart. T042, nous sommes déjà presque 1000 personnes. Tout de suite, on enchaîne avec mon cher Raphaël, Le... le point valse. Hop. Il va vous plaire. Je sens qu'il va vous plaire le point valse cette semaine. Tadadam. Allez, et donc j'ai trouvé quand même les élections sont dans 3 semaines aussi à Barcelone, puisque c'est le même jour que les élections européennes. Et j'ai trouvé 2 sondages qui nous donnent un aperçu des futures élections donc à Barcelone. Et ça sent pas bon pour Manu, quoi. Alors il y en a un premier, là, celui que vous avez sous les yeux, qui est un sondage de l'Institut Feedback, donc en Espagne. Euh, et, euh, et il est paru le 3 mai dernier, donc ça fait pas très longtemps, mais et alors il se retrouve donc assez loin quand même, 4e position. Donc là, si vous voyez, c'est les projections. Vous avez les 2 hémicycles là qui se répondent avec la projection pour 2019 et ce qu'il y avait en 2015. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même quelques mouvements politiques avec l'ERC qui fait un bond, qui ferait un bond de 5 conseillers à 10, donc quand même qui doublerait leur représentation au sein du conseil de Barcelone. Ils feraient 20%.
Le Barcelona Comú, avec Ada Colau, qui est la maire sortante, aurait quand même le score de 19,6% et aurait 9 conseillers. Les socialistes feraient un très bon score. Ils passeraient de 4 à 8 conseillers, si ça se fait comme le sondage l'indique, et deviendraient la troisième force politique de Barcelone. Et Emmanuel Valls, donc, il est crédité que de 15,8%. Donc, il obtiendrait 7 conseillers. Alors, c'est pas beaucoup, mais mine de rien, quand même, il ferait gagner 2 conseillers à Ciudadanos, puisque vous voyez que aux élections de 2015, eh bien, ils n'avaient que 5 conseillers, enfin devant le PS, mais là, il n'aurait donc que 7 conseillers, très très loin de pouvoir imposer sa propre coalition. Donc, c'est pas terrible, hein, surtout que il serait pas premier. Et dur de devenir maire de Barcelone après D'être ce truc. bébé. Dur d'être Manu, hein. Et l'autre sondage qui est plus récent, alors qui est un sondage CIS, qui est paru le 8 ou le 9 mai, je ne sais pas trop, et que je l'ai retrouvé sur le compte Twitter de Daryl Ramadier. Qui n'est pas pareil que Tariq Ramadan. Non, Sûr. rien à voir. Il est journaliste français en poste à Barcelone. Il fait des piges, j'ai l'impression, pour plusieurs médias français. Et là, c'est pas tout à fait le même. C'est les mêmes marges d'erreur, mais par contre, ils mettent Nkomu, c'est-à-dire Ada Colau, en première position, le RC deuxième. Alors après, c'est 10-11, 9-11. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait après les mêmes rapports de force, mais par contre, les scores sont pas tout à fait les mêmes. Le Parti socialiste toujours troisième et en fait, il serait même derrière, là, d'après ce sondage, Valls se retrouverait en fait derrière les indépendantistes catalans, à peu de choses près, hein, mais ah non, attendez. Alors, moins de sièges, mais moins de sièges, mais plus de voix. Bon, ok, super. Mais il n'aurait que 5 à 6 sièges, donc c'est à peu près la même projection. Mais, donc là aussi, bon, quand même très très loin derrière la victoire et surtout pas possible de faire pas possible de pouvoir imposer sa propre coalition et surtout donc de devenir maire de Barcelone. On peut exercer des fonctions politiques dans deux états différents. Oui, la Cadieux, c'est possible, d'autant que là, ce serait pas en même temps, puisqu'il a quitté toutes ses fonctions politiques en France, hein, Manuel Valls. J'ai vérifié, il est même plus conseiller municipal à Ivry-Courcouronnes, hein, qui est la ville où il était élu auparavant. Il n'est plus député, il a démissionné, et donc, maintenant, il a mis tous ses œufs dans le panier barcelonais. Après, oui, je vous laisse vos commentaires sur le respect de sa parole donnée à Manuel Valls. Écoutez, je n'ai pas de commentaires à faire. Sera-t-il candidat à l'Eurovision? Alors, il n'est pas annoncé pour Tel Aviv. Peut-être l'année prochaine, hein, qui sait, le temps qu'il fasse les présélections sur France 3. Je le verrais bien chanter quelque chose. Ouais, ça pourrait être sympa, effectivement. On leur a refilé la patate chaude. Ah, il est parti tout seul, hein, franchement. Les Français n'ont rien fait pour faire fuir Manuel Valls, hein. Il avait, franchement, même des gens qui vivent, avec Évry, l'avaient réélu député. À peu de choses près, mais quand même. Donc, bon, il est parti alors qu'il aurait pu finalement rester tranquillement en député, affilié à la majorité et à pas faire grand-chose pendant 5 ans. Mais il a préféré aller tenter Barcelone. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il le fait. Et il fait campagne, mais il risque quand même de perdre, hein. Vous voyez que le Parti populaire espagnol, très très loin, à seulement 6% là, et il n'aurait que 3 sièges en fait. Il serait parmi les derniers en fait des élections. C'est pas vraiment une ville de droite, Barcelone. En tout cas, la droite ne se traduit pas de la même manière que dans le reste du pays, puisqu'il n'y a pas d'extrême droite et surtout en fait c'est plutôt, je pense, les gens qui votent pour Ciudadanos qui seraient à droite en fait. Bref, voilà donc accroche-toi Manu. On croit encore en toi, hein, tu peux faire quelque chose. Mais bon, c'est vrai que là, c'est des sondages, mais quand même, ça incite pas à la grande confiance, hein. On verra. Alors, assez rapidement, parce que le temps file, hein, quand même, Raphaël, on va Mais oui. passer à un sondage. Alors, c'est pas un sondage d'élection, là, c'est les jeunes européens et l'ANASEJ qui ont commandé un sondage pour le vote des jeunes au prochain scrutin. Donc, et donc là, vous voyez, il y a des chiffres intéressants. Là, on verra, donc ça concerne les 18-25 ans. Et ce sondage tape sur un taux d'abstention chez les 18-25 ans de 67%. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que 23% des jeunes Français qui iraient voter le dimanche 26 mai aux élections européennes. Alors, Ce qui est, ma foi, très peu. Oui. c'est pas beaucoup. C'est chaud. C'est moitié moins que le taux d'abstention, la participation globale qu'on estime à peu près 40 quelque chose, quoi. De toute façon, déjà, il n'y aura pas beaucoup d'électeurs dimanche 26, mais alors chez les jeunes, ça va être carrément. Aucun jeune va aller voter, en fait. Moi, j'y serais.
Toi, écoutez, très bien. Enfin, je me permets de te dire que sais. Après, voilà, Bravo. chacun a le droit de voter ou non, bien sûr, mais moi, j'y serai. Salut Bastoun, oui, on a déjà fait le point Val, je suis désolé, j'ai pas le temps de revenir dessus, donc désolé. En gros, c'est chaud pour lui, mais c'est chaud patate pour lui quand même, hein, les sondages sont pas très bons. Donc, alors oui, on peut voir d'autres chiffres aussi qui donnent des détails sur ce vote. Et, quoi Attends, je crois qu'on a je vais devoir t'interrompre, je suis désolé, j'ai un duplex. Ah, alors, ok. Cours. Priorité au direct alors. Il y a Sylvain qui est à Londres actuellement, qui a quelque chose à te dire apparemment. Allez, bon alors Sylvain, qu'est-ce qu'il y a? Allô Sylvain, tu nous entends? Oui, Adrien, tout à fait. Je suis actuellement devant le Parlement à Londres. Oh. Alors, est-ce que tu as des infos sur le Brexit, s'il te plaît? Eh bien, alors, selon les dernières informations que l'on vient de recevoir, je peux vous annoncer en exclusivité sur Acropolis pour vous aujourd'hui que le Brexit n'a toujours pas eu lieu. Ah bah super, merci. Ah bah ça c'est cool. Heureusement qu'on a le direct sur Acropolis pour des informations exclusives de ce style-là, quoi. Ça c'est bien. Merci beaucoup Sylvain. Alors tu es devant des tentes un peu bizarres et des drapeaux chelous là. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, effectivement, Adrien, derrière moi, tu vois des manifestants. Ils sont les partisans de ce qu'on appelle, c'est un concept un peu particulier, ça s'appelle la disruption. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France. Il se trouve qu'ils sont plutôt green, hein, visiblement, même si le papier utilisé n'est pas très développement durable. Oui, en effet, et on peut le constater. D'ailleurs, il passe pas très bien à la caméra. Hein. Pas top, hein, c'est pas top. Bon, voilà, merci. Merci Sylvain, merci beaucoup. Il est vite revenu, hein, c'était super rapide. Hein. Bien. mais ok, là ils comprennent pas les gens. Ah bon, on aura bien rigolé. Hein. Alors, tout est mis en place pour ça, c'est terrible. Pour ça. C'est bon, là, Mister MV, il peut aller se rhabiller. Hein. Yes. Bien, donc, alors, oui, pardon, je perds le fil. Bah oui, vous voyez, on vous fait des coups comme ça. Maintenant, après, moi, je sais plus quoi dire. Si vous aimez bien, on essaiera d'en refaire d'autres. Mais il faudrait que ça soit une surprise. Bien, donc, je reçois dans quelques minutes à peine donc Nora Bera, qui est donc candidate sur la... alors, je ne sais pas qui est Svetlana Walegorski. Nora Bera, donc, qui est numéro 2 sur la liste de l'UDI, qui s'appelle Les Européens. Ils sont allés chercher super loin leur nom. Hein. Elle a été élue, elle a été députée européenne depuis 2009, en fait, dans ce qui à l'époque était la circonscription sud-est, parce qu'on avait coupé la France. Hein, mais elle n'a pas beaucoup siégé à ce moment-là, parce qu'elle a été nommée secrétaire d'État des aînés et de la santé en fait entre 2010 et 2012, donc évidemment elle n'a pas beaucoup siégé à Strasbourg et Bruxelles. Elle a commencé en politique en 2001 pour les municipales de Neuville-sur-Saône, une ville près de Lyon. C'est là qu'elle a grandi et en 2008 elle était tête de liste dans le 8e arrondissement de Lyon avec la liste de Dominique Perben, et donc elle a rejoint le Conseil de Lyon comme conseillère d'opposition, bien sûr, dans la minorité, puisque c'était déjà Gérard Collomb, GG, qui était maire de Lyon déjà à l'époque, hein, et depuis le scrutin de décembre 2015, elle est conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la majorité de Laurent Wauquiez. Mais puisqu'on parle de Laurent Wauquiez, eh bien en fait c'est un parti le Parti des Républicains, elle l'a quitté en 2017, quand justement Laurent Wauquiez est devenu président du mouvement, et elle a dit attention quand même. Et on voit que eGames 1506 habite à côté de Neuville-sur-Saône. Bah oui, bah vous êtes partout en France. Donc elle a dit que le projet porté par Laurent Wauquiez, un projet de fermeture, une ligne où l'outrance a pris le pas sur la droite sociale et humaniste, et une droite droitisée, dénuée d'équilibre dans l'outrance sur les questions d'immigration et d'identité, avec de la critique permanente, une critique sans mesure. Donc, vous voyez, elle a pas trop mâché ses mots sur Laurent Wauquiez. Ce qui peut expliquer pourquoi elle a quitté le parti des Républicains et pourquoi elle est aujourd'hui sur une liste centriste, même si c'est du centrisme de droite. Hein, on ne va pas non plus faire croire que l'UDI c'est du centrisme de gauche, mais bon, quand même centriste, d'une tradition centriste, démocrate chrétienne, etc. Aujourd'hui, pour les élections du 26 mai, en numéro 2, derrière Jean-Christophe Lagarde. Donc, on fait une petite pause pour s'installer avec Nora Bera sur les célèbres canapés rouges d'Acropolis. Eh ben on y va, on vous retrouve juste après. Tout de suite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon.
C'est bon? Ah bah merde, c'était ouvert. Et bonjour, bah là, puis j'ai lâché un gros mot, oh là là, ça va pas du tout. Non, Xan, je te rassure, il n'y a pas de souci avec l'invité, c'est juste qu'on s'installait, qu'il y avait par contre un tout petit souci technique sur le retour. Donc, bienvenue à nouveau sur le plateau d'Acropolis où je suis donc accompagné de Nora Berra. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Acropolis. Donc, je rappelle rapidement le principe. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Et, eh bien, c'est à vous, dans le chat, de poser vos questions que ensuite je pose à Nora Berra, qui, je rappelle, est donc deuxième de liste de la liste portée par le parti UDI et menée par Jean-Christophe Lagarde, qui est d'ailleurs président ou secrétaire, non, président, Non. pardon, de l'UDI, donc qui est l'Union des démocrates et indépendants, qui est un parti centriste français historique, et héritier de toute la famille centriste française qui a beaucoup de branches. Et donc, eh bien, j'attends vos questions. Et bon, ce n'est pas vraiment le moment de parler du RIP, mais j'en ai parlé déjà tout à l'heure, donc c'est ça que je vous le dis. Et sinon, on en reparlera dans les émissions futures, parce que oui, ça s'annonce comme un petit feuilleton intéressant. D'ailleurs, bah, j'en profitais pour la première question. Enfin, ce principe des référendums citoyens ou participatifs, soit le RIC, soit le RIP tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ces grosses barrières quand même. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je considère qu'une bonne démocratie a besoin d'oxygénation. Donc, il y a la démocratie représentative avec les élus à tous les niveaux. Et ceux qui sont le plus emblématiques, évidemment, c'est les parlementaires qui légifèrent. Mais il y a aussi la voix du citoyen. Mais je dis attention, les référendums ne doivent pas s'opposer à la démocratie représentative. Pourquoi ? Parce que ces élus ont été choisis aussi par le peuple et donc ils ont une voix à porter au nom des circonscriptions dans lesquelles ils ont été élus. Donc c'est une expression directe des citoyens qui ont choisi leurs députés, et les députés en particulier, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doive pas écouter la voix des citoyens qui peuvent s'emparer de sujets. Et donc, en effet, aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée est un peu trop exigeant pour le mettre en place. D'ailleurs, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il n'a jamais été utilisé. Oui. Parce qu'il est trop exigeant, trop restrictif. Et donc, abaisser les niveaux de pétitionnaires, oui, je crois que ça va dans le bon sens. Donc, ce qu'a proposé Macron avec 1 million, enfin mettre la barre à 1 million de citoyens, c'est... Oui, et puis moins de députés, parce qu'il faut aussi convaincre un maximum de députés. Je pense qu'on peut mettre en place des référendums plus souvent, pour consulter. Ça peut être consultatif, c'est pas forcément pour faire des lois, mais on a besoin de jauger, de sentir ce que les gens veulent exprimer. C'est vrai que les députés ne savent pas tout. Il faut arrêter de croire que les politiques savent tout sur tout. C'est pas vrai. On ne sait pas tout sur tout. On a besoin d'aller vers les gens qui nous choisissent, qui nous élisent, pour aller justement ressentir la manière dont ils perçoivent des textes qui sont en discussion. Moi, j'aime justement ce côté d'aller-retour avec les citoyens. Je suis très présente avec... moi, je suis à Lyon avec les Lyonnais et ça m'intéresse énormément parce que ça m'aide à consolider finalement des positions. Ça me fait aussi évoluer, donc c'est bien pour la démocratie. Ok, alors vous êtes candidate pour les élections européennes, mais vous avez déjà été députée européenne entre 2012 et 2014. Ouais. Et il y a Xan qui demande en fait à quoi sert concrètement un député européen. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à votre expérience passée ? Alors j'avais été élue en 2009, le mandat c'est 5 ans, mais je n'ai pas pu l'exercer parce que en 2009 j'ai été nommée au gouvernement. Donc quand on a perdu l'élection présidentielle, la Constitution française m'a permis de retourner au Parlement européen. C'est-à-dire une réforme de Sarkozy Absolument, c'était la réforme constitutionnelle. En quoi ça consiste ? Ça consiste alors, il faut que je dise quelque chose, c'est que le Parlement européen, contrairement aux parlements nationaux, eh bien, il n'a pas autant de pouvoir, en vérité. Il faut être honnête, parce qu'il n'y a pas une chose essentielle, c'est de prendre une initiative parlementaire, c'est-à-dire décider de faire une loi. Eh bien, le Parlement européen, les parlementaires n'ont pas le droit de dire « tiens, rassemblons-nous pour faire telle loi ». On est obligé d'attendre que la Commission européenne... Je rappelle, les commissaires, c'est comme un gouvernement à l'échelle d'un pays. Les commissaires, c'est le gouvernement de l'Union européenne. Les commissaires au sein de la Commission décident de nous soumettre des textes de loi
que ce soit des directives ou des règlements. C'est 2 types de textes. Et lorsque nous recevons ces textes, nous travaillons de la manière la plus pertinente pour que ces textes soient enrichis par nos contributions. Donc le député, il enrichit en posant ce qu'on appelle des amendements, c'est-à-dire des modifications. Vous n'avez qu'un droit d'amendement sur un texte proposé par la Commission, en fait. Sur l'activité législative, sur la question de faire des lois. Est-ce qu'on a le droit nous-mêmes de décider d'une loi? Non. En revanche, quand nous avons des textes de loi qui arrivent de la Commission, oui, nous amendons, nous intégrons des modifications, ce qu'on appelle les amendements, des enrichissements. Et donc notre travail, on ne le fait pas comme ça ne tombe pas du ciel. Moi, quand j'ai travaillé pour vos spectateurs, vous vous souvenez du scandale des prothèses mammaires? Oui, je ne sais pas si tout le monde a suivi l'affaire, mais... C'était assez impressionnant. Eh bien, on avait demandé au commissaire européen de réviser justement le règlement parce qu'il ne protégeait pas assez c'était les femmes à ce moment-là. Et quand je suis retournée au Parlement européen en 2012, le texte était dans l'agenda. Il est arrivé à la Commission. Et donc j'ai dit, moi je connais le dossier. Vous êtes médecin pour oui. le coup. Donc j'avais dit à mon collègue allemand qui coordonnait notre commission, je lui avais dit, écoute, moi je connais bien le dossier puisque je l'ai géré en tant que ministre, je veux bien le rapporter. Et c'est comme ça que j'ai été rapporteur du texte, c'est-à-dire que j'ai regardé ligne par ligne et j'ai intégré les éléments qui me paraissaient les plus appropriés pour garantir la sécurité des patients ou des gens qui font des implants, la sécurité et en garantissant la qualité justement des dispositifs qu'on allait implanter. Donc voilà, on enrichit, ce travail a duré 1 an. Parce qu'il faut voir tous les acteurs, tous ceux qui ont un lien de près ou de loin avec le texte en question. Et une fois qu'on a terminé le travail, on le soumet à la commission d'abord. Et une fois que la commission vote, on essaie d'avoir un avis favorable. Le texte va à l'Assemblée où il y a les 700 députés. Et là, les 700, à l'époque 758, là, ils sont avec le Brexit, on ne sait pas encore combien on sera. Mais c'est ceux-là ensuite qui adoptent le texte au Parlement. Voilà à quoi sert. Mais le parlementaire européen peut aussi, il ne peut pas, je disais, légiférer, mais il peut prendre des résolutions. D'accord. Donc il peut prendre l'initiative sur des sujets. Par exemple, moi, si j'ai un sujet que j'ai envie de faire avancer, qu'il s'agisse de discrimination, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de glyphosate, mais bon, là, il y a une directive en cours, mais s'il y a d'autres choses qui ne sont pas à l'agenda du travail législatif et que j'ai envie de porter pour qu'il soit reconnu par la Commission, eh bien, on peut rédiger des résolutions. D'accord, donc vous avez quand même une prise d'initiative qui est autorisée. Mais ce n'est pas un vrai pouvoir, c'est à force. Donc, ça demande un pouvoir d'influence aussi, d'avoir une proximité avec les commissaires. Parce que quand on modifie leur texte, c'est pas sûr qu'ils vont accepter comme ça. Donc, il y a une négociation, mais il vaut mieux travailler en amont avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pas à pas avec le commissaire en me disant, tu sais, là, je vais apporter telle modification et je lui explique pourquoi. Donc, il est averti, donc tout se passe bien. Mais ce qui est aussi très difficile, c'est de convaincre les autres groupes politiques. Parce qu'il y a 8 groupes politiques au Parlement européen. Et les 8 groupes politiques ont leur avis. Et il se trouve que leur avis n'est pas du tout le nôtre. On va rappeler qu'aucun groupe politique au Parlement européen ne dispose de la majorité à lui tout seul. Exactement. Donc les alliances, et ça oblige ce qu'on appelle les compromis. Donc quand on travaille sur un texte, comme par exemple pour les dispositifs médicaux, moi j'ai réuni les groupes politiques et je leur ai dit qu'est-ce que vous apportez comme modification. Et donc on négocie. Là, c'est pas bien, là, c'est bien, mais on ferait mieux de faire comme ça. Et on essaie de trouver des points de consensus, et ce qui permet après d'avoir un vote. L'idéal, c'est le vote à l'unanimité. Ouais, mais c'est vrai que c'est un dispositif qu'on n'a pas trop en France. Le Parlement français n'est pas trop habitué au consensus. Non. En France, c'est trop la confrontation. J'ai été ministre pendant 3 ans et j'allais aux commissions des députés et les députés se positionnent. Quand ils sont de la couleur de la majorité, ils votent comme un seul homme pour la majorité et quand ils sont dans l'opposition, ils votent contre de façon automatique et systématique. Je trouve que c'est pas bien pour la démocratie parce que ça laisse pas émerger justement des opinions diverses et ça ne participe pas justement à la recherche des compromis. Si on avait des compromis, peut-être qu'il y aurait moins d'opposition et moins de clivage dans la société. Alors ça, c'est votre côté centriste peut-être. Comment vous vous sentiez au sein de l'UMP justement, parce que c'est pas un parti très centriste.
Est-ce que c'est un cheminement que vous avez fait Alors, l'UMP, c'était un parti qui regroupait plusieurs sensibilités politiques. Ça allait du centre à la droite. Sans le MoDem. Le MoDem n'avait pas souhaité intégrer l'UMP. Mais les radicaux, oui. C'est Le vrai, Parti les radicaux. radical était dedans. Le Nouveau Centre aussi. J'ai oublié le centre. Voilà. Donc les centristes étaient avec nous. Et puis, même à droite, vous avez plusieurs sensibilités. Moi, au moment où il y avait des courants, j'étais dans le courant France, c'était la droite moderne et humaniste. C'est le gaullisme social, cette droite sociale qui est pour le libéralisme parce qu'il y a une économie de marché mondiale et que si on n'est pas dans une compétition saine, on ne peut pas... ça ne peut pas nous profiter et donc on est pour cette liberté d'entreprendre, ce que vous avez pu faire ici, qui est un bel exemple. Mais en même temps, il ne faut pas laisser les plus vulnérables sur le côté de la route, donc il faut les aider, non pas, je n'aime pas l'assistanat, non pas en leur distribuant quelque chose et en les laissant dans leur coin, non, en les aidant à se former, à grandir, à acquérir des compétences justement pour rechercher à ce qu'ils trouvent eux aussi des emplois, qu'ils s'insèrent dans la société et qu'ils puissent eux aussi être fiers de ce qu'ils font. Alors là, ce que vous venez de dire, j'en profite comme ça pour reprendre des questions qui ont été posées dans le chat là, à 3-4 reprises par des personnes différentes. Et désolé, je n'ai pas noté vos pseudos, mais au sujet, ça, ce que vous dites, ça ressemble beaucoup à un discours que peut porter Emmanuel Macron et En Marche en général. Et alors ça veut dire, mais en fait, pourquoi finalement l'UDI n'a pas rejoint la coalition centriste d'En Marche, là, où il y a Agir, les radicaux justement, et pardon, j'ai oublié le nom, le MoDem, pardon, voilà. Et le MoDem. Le MoDem a un détail. Pourquoi l'UDI finalement est partie toute seule, sans rejoindre ce grand groupe centriste? Parce que l'UDI, en fait, c'est un parti récent, mais qui s'inscrit dans une lignée historique, traditionnelle. C'était l'UDF avant. C'était le parti de Valéry Giscard d'Estaing, un ancien président. Pour les jeunes, je ne sais pas si ça parle encore. On le connaît par son au revoir. Mais voilà, exactement. Simone Veil aussi, qui était UDF. C'était le parti de Simone Veil, qui était la première présidente du Parlement européen. Donc c'est une figure aujourd'hui nationale, qui est un exemple de combat féminin à l'échelle de la France et de l'Europe. C'est dans cet héritage-là que l'UDI s'est inscrit. Et donc, ils sont traditionnellement pour l'Europe. Regardez Simone Veil et son engagement et ce qu'elle a porté comme présidente du Parlement. Et il n'était pas concevable pour eux. Je ne suis pas membre de l'UDI, mais je m'autorise à répondre en leur nom. Mais pour eux, je pense qu'il n'était pas concevable d'effacer leur identité, justement, de pro-européens s'inscrivant dans cet héritage-là pour se fondre dans quelque chose qui est une sorte de magma de tout et de rien, de droite et de gauche, de ni droite ni gauche, de en même temps. Et donc, ils voulaient avoir cette identité pro-européenne. Ils ont travaillé un magnifique projet pour l'Europe. Ils ne sont pas naïfs parce que la construction européenne a ses travers aussi. Elle n'est pas aboutie, cette construction européenne, et c'est pour ça qu'on est très déçus. Et c'est la raison pour laquelle ils proposent de la relancer avec des propositions pragmatiques et réalistes, parce qu'il faut du réalisme aussi pour faire évoluer l'Europe. Donc voilà, c'est cet héritage-là, cette identité-là, c'est dans leur ADN, l'Europe. Et ils voulaient porter les couleurs de ce courant, de cette famille politique. Et on m'a demandé de figurer sur leur liste. C'est bien, ça va répondre à la question de panneau municipal, là, qui vous montre comment on peut être non adhérente à l'UDI, mais sur la liste de l'UDI. Parce que Jean-Christophe Lagarde, lorsqu'ils ont construit leur projet, alors contrairement d'ailleurs à La République En Marche, La République En Marche, ils ont fait un casting d'abord. Et on a attendu, ça a été le suspense hitchcockien. On a attendu le projet, donc c'était le teasing. Il va y avoir un projet tel jour, machin. Et il est arrivé aujourd'hui. Et il est arrivé hier. Ah oui, hier, pardon. Hier, l'UDI a fait l'inverse. Ils ont d'abord travaillé un projet. Ils ont investi justement dans des propositions, dans une vision pour l'Europe. Et une fois qu'ils ont eu ce projet, ils se sont demandé qui pouvait le porter avec eux. En fait, c'est une démarche en miroir inverse. Nous, on a commencé par le projet, eux, ils ont commencé par le casting. Et une fois que le projet était là, moi, j'ai eu un coup de fil de Jean-Christophe Lagarde qui m'a dit « On a un projet,
On a envie que ce soit une liste ouverte, pas uniquement UDI, mais ouverte à des gens dont je suis, qui ne se ressemblent pas dans la ligne des Républicains. Parce que les Républicains, pour moi, se sont un peu trahis dans leur ligne politique, qui, je le disais, avec l'UMP ou les Républicains sous Sarkozy, on avait une expression des différentes sensibilités politiques, du centre jusqu'à la droite, et parfois il y avait de la droite un peu conservatrice, mais il y avait, en tout cas, on recherchait des équilibres. Et Nicolas Sarkozy était très ouvert dans le respect justement de cette expression. Et quand Laurent Wauquiez est arrivé à la tête de DLR, je ne me suis pas reconnue parce qu'il y avait une sorte de pensée unique qui m'a profondément dérangée. Et pourtant, mais vous étiez sur sa liste aux élections régionales. Oui, mais il n'était pas président de parti. C'était Nicolas Sarkozy qui était. Donc quand Jean-Christophe Lagarde me dit, voilà, nous on a un projet, on a envie d'ouvrir à des gens comme toi qui ne se reconnaissent pas dans la ligne. Parce que d'habitude, reconnaissons aussi que d'habitude, l'UDI a fait des listes communes avec nous. De temps en temps ils sont seuls, de temps en temps ils font des alliances. Là, donc voilà, il n'y en avait pas. Et tous ceux qui sont déçus de la ligne de Laurent Wauquiez, DLR, et qui ne se reconnaissent pas non plus dans la politique du en même temps d'Emmanuel Macron. Donc voilà, et ça manquait dans le paysage politique, parce que quand on est sur le terrain, il y a plein de gens qui nous disent, alors les LR, c'est un peu trop droitier, et Macron, on est déçus. On a beaucoup cru en ce qu'il nous a proposé en 2017, mais on est extrêmement déçus dans la manière de gouverner, dans la manière dont il appréhende les relations avec les Français. Ce côté un peu arrogant, un peu condescendant, c'est un peu dérangeant. Et puis sa politique qui a amené les gens dans la rue, ce qui est un peu dommage pour notre pays. Mais voilà, donc il y a des gens qui sont devenus un peu orphelins d'une incarnation politique. Et donc, dans cette liste-là, on essaie justement d'incarner tout ça. D'accord. Alors, on va rester sur le fond. Alors, il y a M. Tartiflette qui pense que vous êtes pour une Europe des nations. Alors, quel projet européen vous défendez, en fait ? En fait, il faut juste revenir à l'essentiel. À quoi sert l'Europe ? L'Europe, en fait, elle est là pour s'occuper de choses dont on ne peut pas s'occuper tout seul à l'échelle d'un État. Quand on parle du climat, est-ce que la France toute seule va pouvoir gérer la question du climat ? Est-ce que la France toute seule pourra gérer la question du terrorisme ? Est-ce que la France pourra gérer toute seule les investissements pour les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles filières industrielles qui demandent énormément d'argent ? Donc, elle est là pour s'occuper de choses que les États ne peuvent pas faire tout seuls, les questions de sécurité, le climat. Et elle est là aussi pour coordonner des politiques entre elles, parce que nous sommes dans un espace commun où il y a une libre circulation des biens et des personnes. Et donc, il faut qu'on régule tout ça. Il faut qu'on se dote d'outils juridiques. Donc, c'est une Union européenne de droit, où il y a des droits, et donc tout ça est parfaitement régi. Mais parce que nous sommes un territoire commun, nous avons besoin de nous coordonner sur certaines politiques. Et c'est à ça que sert l'Europe, en fait. Il y a ce qu'on ne peut pas faire tout seul et ce qui a besoin de plus de coordination. Et donc, c'était quoi la question, du coup ? Alors, la question, c'était... Oui, alors j'en profite, pardon. Je remercie juste... Alors, voilà, alors, je vais juste donc après remercier... ce préambule un peu long... Je veux juste profiter pour remercier Un Drop dans la Mare pour son abonnement via Twitch Prime. Oui, on est sur Twitch. Merci Un Drop dans la Mare. Et faites comme lui, donnez vos Twitch Prime, ça nous fait toujours plaisir. Oui, donc la question c'était Europe des Nations, Europe fédérale, où est-ce que vous vous placez sur ce curseur ? Il faut arrêter avec tous ces noms. Il y a des principes dans le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui s'appelle, c'est un nom un peu barbare, qui s'appelle la subsidiarité. Attention. J'explique. La subsidiarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre au bon échelon une décision qui doit être prise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une décision qui relève de l'État doit respecter la souveraineté d'un État. La France, si elle dit, par exemple, la question migratoire, par exemple, si elle dit, moi, je ne veux pas qu'on m'impose des migrants, je veux décider
de qui j'accueille sur mon territoire et de combien de personnes j'ai besoin ou combien de personnes je peux accueillir. Ça, la France est souveraine. Ça, c'est son droit et c'est sa souveraineté, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et ce qui relève de l'Europe, eh bien, intervient au niveau européen. Donc, en fait, dans les traités, il y a bien 2 échelons. Et moi, je suis pour le respect de cela. Ce qui relève de notre droit national doit rester. Et ce qui mérite plus d'Europe doit être abouti et on doit le construire. Voilà. Alors, mais comment on fait pour construire justement ce plus d'Europe sur les sujets européens? Alors, sur le sujet européen, j'ai parlé du climat, par exemple. C'est une préoccupation universelle, parce qu'on voit bien, non seulement le réchauffement climatique, on a des déplacements de population, la question des migratoires, elle est aussi liée au dérèglement climatique dans certaines parties du monde. Et d'ailleurs, moi qui suis médecin et que j'étais ministre de la Santé, j'ai vu apparaître les souches de chikungunya, de ce moustique qui était à La Réunion, eh bien, qui commençait à se développer dans le sud de la France. C'est bien qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un écosystème nouveau qui se met en place à cause du dérèglement climatique. Donc le climat, il faut énormément d'argent pour investir dans la transformation énergétique. Si on veut mettre fin à l'énergie décarbonée, eh bien, il faut qu'on fasse des investissements. Par exemple, l'hydrogène. La France est leader là-dessus. Demain, si on a des moteurs à hydrogène, on a un bateau qui marche à l'hydrogène, c'est un bateau français. Demain, si on arrive à développer l'hydrogène comme énergie, vous imaginez ce que peut être finalement la qualité de l'air demain? Ça peut pas être pire. Non, mais justement, parce que c'est une énergie, l'hydrogène, on va être complètement, ça va être sécure, ça va être sain. Donc voilà, il faut développer tout ça. Sur les rénovations, par exemple, des bâtiments, des maisons. C'est des vrais passoires énergétiques. Il va bien falloir qu'on travaille aussi sur, qu'on investisse justement dans ces questions-là. Sur la sélection végétale, on a beaucoup parlé du glyphosate et vous avez sûrement, vous en avez entendu énormément parler, le Roundup qui, d'abord, est dangereux pour les agriculteurs eux-mêmes et qui est dangereux aussi pour ceux qui consomment les produits pollués. Il va bien falloir qu'on trouve des techniques pour mieux sélectionner justement les végétaux qui n'auront plus besoin de polluants et d'herbicides. Eh bien, tous ces investissements, ça demande de l'argent. Alors nous, ce que nous proposons, par exemple, comme en France, nous avons un livret A pour le logement social qui finance le logement social, tous les logements sociaux, eh bien, nous proposons un livret E comme environnement, écologie, Europe. Donc à l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe. Parce que on a en France le livret de développement durable qui permet aux gens d'épargner et qui servait au développement durable. Mais on a vu les limites. Là, on a un outil qui serait fédérateur et qui concernerait l'ensemble des citoyens européens, qui permettrait, tous les gens qui ont manifesté il n'y a pas longtemps dans les rues pour dire aux responsables politiques « vous devez faire quelque chose », eh bien, ce serait un acte citoyen. Celui qui veut épargner, eh bien, il pourrait ouvrir un livret E. Il épargne son argent qui est rémunérateur, garanti par la Banque européenne et qui permettrait d'avoir nous, on a estimé à 200 milliards d'euros une enveloppe qui permet d'investir sur ces énergies propres et tout ce que j'ai décliné précédemment. Sur le terrorisme, par exemple, on a bien vu que la question des frontières nationales ne suffit pas. On a essayé de coordonner nos polices. On a bien vu que Salah Abdeslam, il est parti en Belgique, il est venu en France, il est parti en Belgique. Ah oui, c'est l'espace Schengen, c'est la liberté de circulation. Absolument. Mais est-ce qu'il faut revenir pour autant à l'espace Schengen, à la libre circulation? Moi, je dis non. Les Républicains disent qu'il faut remettre les frontières. Moi, je dis non, parce qu'il y a une vertu à la libre circulation. C'est bien de pouvoir, pour nos entreprises, pour nos étudiants, d'aller s'enrichir, d'aller vendre des produits. C'est un marché, l'Union européenne, de 500 millions de consommateurs. Donc le premier marché pour nos entreprises, il est dans le marché intérieur. Donc on ne peut pas dire demain on va mettre des frontières. Mais même si on mettait des frontières, on les a remis depuis l'état d'urgence. Oui. Est-ce que ça a empêché Abdeslam de traverser les frontières? On voit bien les limites de l'exercice. Donc en fait, ce qu'on dit nous, c'est que les polices nationales ont failli dans la coordination. Je vous disais tout à l'heure, l'Europe s'occupe de coordination ou de gestion directement de certaines politiques. On a vu que la coordination n'était pas suffisante pour la menace terroriste. Eh bien, nous proposons une police européenne.
Ah oui, il y a une question sur l'Interpol européen là, qui revient. Europol. Europol. C'est Géry de Lyon qui voulait savoir si tu as apporté plus par Alors, rapport à Interpol. Non, mais Géry, là, en fait, Interpol est international. Oui. Europol est européen. Alors, Europol, c'est un organe qui permet de transférer les renseignements, bien sûr, entre les différentes polices, mais il n'est pas autonome dans son fonctionnement parce qu'il dépend des pouvoirs politiques. Et ça, c'est un problème. Et il n'a pas la capacité, en tout cas, il n'a pas les compétences pour mener les enquêtes, pour arrêter les gens. Et donc, c'est toutes les limites de l'affaire. Donc, nous, on propose un FBI européen. Oui, ça fait marrer, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Un bureau fédéral, en fait. Quelque part, oui, on veut transformer Europol, puisque Europol existe, mais il n'a pas toutes les compétences. Nous, on dit, transformons Europol en une vraie police européenne qui pourra effectivement démanteler les réseaux criminels, aller chercher les terroristes là où ils sont, appuyer les polices nationales, parce qu'ils ne vont pas travailler hors sol, donc ils viennent en appui des polices nationales, mettre en place des plateformes de renseignement, bien entendu, lancer des mandats d'arrêt, et on veut un parquet européen, c'est-à-dire une justice européenne. Vous savez qu'il y a un parquet européen aujourd'hui ? Oui, parce que j'ai entendu parler de ça. Eh bien, vous savez à quoi il sert aujourd'hui ? À traquer la fraude à la TVA. On se demande pourquoi on ne lui a pas donné toutes les compétences pour poursuivre, bien sûr, les fraudeurs à la TVA, mais aussi les terroristes, les grands criminels. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une vraie instance judiciaire qui va pouvoir apporter les sanctions judiciaires qu'il faut, une police qui fait les enquêtes et un organe judiciaire proprement dit et qui s'occupe effectivement de toutes les malversations. Alors, j'aimerais revenir sur l'hydrogène, parce qu'on a parlé énergie là, et ça fait pas mal réagir le chat, et moi aussi j'ai un peu tiqué, parce que vous parlez d'hydrogène comme d'une énergie, alors que c'est plutôt en fait un moyen de stocker de l'énergie, et ça résout pas spécifiquement les problèmes énergétiques, puisqu'il faut quand même produire l'hydrogène. Donc, oui, mais j'aurais juste qu'on puisse expliquer, à la limite, quelle serait votre vision d'une Europe de l'énergie, quel style d'énergie, quelle source d'énergie on pourrait utiliser. Si on veut penser à un environnement sain, pour nous, moi qui suis bien plus âgée que vos spectateurs, je pense à mes enfants, je pense à vous, à la jeunesse. Si on veut vous léguer un environnement sain, il faut qu'on travaille et qu'on active le travail justement pour que vous puissiez vous-même ou vos enfants puissent respirer un air sain. Et donc, c'est urgent de lancer les investissements. Parce que oui, l'hydrogène, on est dans les balbutiements de l'hydrogène. Et d'ailleurs, sur l'énergie décarbonée, vous avez constaté que la Chine est en train de développer les batteries électriques et qui prend le leadership sur nous. Comment on produit cette énergie, comment on produit cet hydrogène qui en fait finalement n'est qu'une batterie, justement, l'hydrogène? Alors, ne me demandez pas le procédé scientifique. Non, pas scientifiquement, non, je parlais juste de la source d'énergie. Simplement, si on met les investissements là où il faut, bien sûr qu'au début, c'est du registre du prototype, mais vous savez bien, vous êtes des entrepreneurs parmi vous, on commence par un modèle et on remet de l'argent, on investit, on améliore le prototype et ensuite on arrive à de la production. Mais il faut des années, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quoique, je vous ai dit, il y a un bateau à hydrogène qui fonctionne, c'est un prototype, mais il va falloir qu'on investisse là-dedans. Mais il n'y a pas que l'hydrogène, il y a aussi d'autres sources, bien sûr. Alors l'éolien, on en revient un petit peu, mais quand on voit qu'en Allemagne, par exemple, on continue à produire du charbon, de l'énergie avec le charbon, c'est juste pas possible. Parce que c'est l'énergie la plus polluante. Et ils sont en train de diminuer le charbon, justement. Bien sûr, mais il faut arriver à mettre fin à tout ça. Et le diesel, bien sûr, à tout ce qui est énergie carbonée. D'accord, donc des piles à hydrogène, mais grâce à l'énergie verte. Il faut absolument investir là-dedans, bien sûr. Ok, mais je crois que c'est vous qui parlez d'un Airbus des batteries, ou je me sens que vous avez réagi sur la proposition de Macron d'un Airbus des batteries. Non, mais Airbus est devenu un nom générique. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'est le label pour dire, parce qu'on a fait Airbus, on a fait Galileo. Le beau projet. Non, mais ça, c'est bien aussi de rappeler ça, parce que on n'aurait jamais pu faire Airbus sans l'Europe. On n'aurait pas pu faire Galileo. On a des satellites. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on utilise le GPS américain. Est-ce qu'on veut rester sous la tutelle américaine en matière de géolocalisation? Non, il faut qu'on développe nos propres outils. Je veux dire, la question est l'indépendance. On parlait d'énergie verte. Il faut qu'on prenne c'est une question d'indépendance énergétique aussi. Ne pas dépendre du pétrole, ne pas dépendre des États-Unis pour le gaz ou de la Russie pour le gaz aussi. Donc, il va falloir qu'on soit autonome sur le plan énergétique.
énergétique, parce que si on est autonome, ça coûte moins cher, forcément. Et puis qu'on lance les grands projets européens à l'image d'Airbus. Mais Airbus, de la batterie, pourquoi pas? L'Airbus est devenu un nom générique. Oui, l'idée, c'est de lancer des projets, c'est de faire une Europe projet pour continuer. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Alors, nos données personnelles, tiens, je viens aux données personnelles. Les données personnelles, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous achetez une paire de baskets ou autre chose, on va retenir de vous tous vos goûts, en matière de voyage, en matière de vêtements, en matière de meubles, si vous achetez par Internet. Et vous allez être bombardé de publicité à chaque fois que vous allez aller sur le net. Eh bien, nous, on dit que ces géants du numérique qui s'approprient vos données, parce qu'elles utilisent vos données pour ensuite en faire du commerce. Ça, c'est bien réglementé par le Règlement général de protection des données, le RGPD. Non, ce n'est pas réglementé, parce qu'ils ne payent rien, ils utilisent gratuitement vos données. Ah, bien sûr, oui, oui. Ah ben voilà, or, c'est réglementé, mais il faut aller plus loin que le RGPD. Il faut aller plus loin, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook... On connaît bien ici. Ben, vous connaissez bien, vous êtes d'ailleurs mieux lotis que moi en la matière, mais ceux-là font un business de 5 milliards de dollars à l'échelle du monde. Nous, on dit, il faut arrêter ça. Je veux dire, ils se font du blé sur notre dos, il va falloir qu'on légifère et qu'on se protège de ça. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron a essayé de porter une taxe sur les GAFA. Il n'y est pas parvenu. Donc, finalement, on se l'est mis tout seul. Mais comme ils sont en situation de monopole, les GAFA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répercuter la taxe sur tous ceux qui utilisent les sites. Et c'est vous qui allez payer. Ce n'est pas les GAFA, parce qu'ils sont en situation de monopole, il n'y a pas de concurrence. Donc, nous, ce qu'on dit... La taxe, c'est improductif, ça n'avance pas. Donc on dit c'est très simple. À chaque fois que ces GAFA ces géants du numérique utilisent vos données, ils doivent vous rémunérer. Alors oui, j'ai vu vos affiches et je me disais, mais comment on met ça en place? Eh bien, vous savez quoi? Le gouverneur de Californie est en train de travailler là-dessus, alors que c'est quand même dans son État que se situe la Silicon Valley. Le patron de Samsung a dit que c'était la seule manière de s'en sortir. Et nous, on reprend cette idée de mettre en place une rémunération des citoyens à chaque fois que leurs données personnelles sont exploitées. Vous aurez bien sûr le souveraineté de dire OK ou pas, vous pouvez les utiliser, auquel cas vous êtes rémunéré, mais vous pouvez dire non aussi. Donc ce n'est pas d'une façon arbitraire, c'est bien sûr selon la volonté de chaque personne. Pourquoi je fais la boucle avec ce droit de propriété des données. Il y a tous les, on estime à, je sais plus, 20 à 50 millions de personnes dans le monde qui travaillent ce qu'on appelle les digital labor, qui travaillent au clic en fait pour justement nourrir soit les intelligences artificielles, les algorithmes. Mais on utilise nos données. Mais ils sont payés vraiment rien du tout, quoi. Mais peut-être eux. Mais justement, comme ils sont en état de monopole, nous, nos données, elles sont gratuites et ils exploitent des gens, des ingénieurs qui moulinent ces données pour justement faire des algorithmes. Eh bien, à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. À un moment donné, il faut que les pouvoirs publics réagissent. D'ailleurs, je vous ai dit, le patron de Samsung, le gouverneur de Californie, donc c'est pas absurde. Il faut qu'on aille là-dedans. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'ils sont en train de créer des algorithmes pour mettre en place des outils utilisant de l'intelligence artificielle qui va faire des chiffres d'affaires faramineux. Et ça leur permet, alors je reviens là-dessus, parce que quand Google investit 15 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle grâce à nos données, l'Europe, tous les États réunis ne peuvent investir que 8 milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très en retard. Il va falloir qu'on investisse massivement là-dessus pour ne pas dépendre de la technologie américaine. D'accord. Merci Acropolien d'ailleurs pour ton réabonnement 15e mois consécutif. Gros débat là sur justement le paiement, c'est un sujet qui fait bien réagir, le paiement des données personnelles par les GAFA, enfin qu'on résume à seulement 4, mais il y en a un peu plus que ça. Et puis bon, on sait que ici on est un peu chez Amazon puisque Twitch appartient à Amazon, donc. Mais bon, on sait bien comment ça se passe. Oui, mais c'est une question de business. Vous êtes bien placé. Bon, c'est du business. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans ce monde? Tout se paye. Vous payez tout. Vous payez vos studios, vous payez votre hébergement. C'est pas normal que quand on utilise vos données personnelles, on vous paye pas.
Oui, mais sur cette situation de données personnelles est un échange de gestion gratuite d'un service, en fait. Comment on peut imposer un C'est le fait outil. qu'ils exploitent ça, qu'ils en font des chiffres d'affaires. C'est ça le côté qui n'est pas fair, comme disent les Américains, qui n'est pas fair. Pas juste. D'accord. Absolument. Alors, c'est bien joli comme raisonnement. On n'est pas la technologie chinoise. Ok, non, d'accord. Pardon, mais Guy Kerzan, est-ce que tu peux préciser sur la technologie chinoise? Tu parles des panneaux solaires ou d'autres choses, en fait si ne vendait rien, il ne serait pas... D'accord. Alors, moi, j'ai regardé un peu ce que vous avez fait dans le passé, justement, et j'ai noté, alors c'était votre fiche Wikipédia, donc j'ai pas beaucoup de mérite, mais que vous aviez expliqué vos votes, en fait, au Parlement européen sur YouTube en 2012, donc bon, c'est pas tout neuf. Est-ce que... Ah, mais j'étais députée à ce moment-là. Oui, non, mais justement, non, mais très bien, non, mais c'est qu'à l'époque, C'était la un peu première moins, à un peu le moins faire. courant. Je voulais savoir si vous étiez la première ou si, Oui. et si ça, enfin, ce qui vous plaisait dans ce genre de format. D'ailleurs, vous êtes Bah, aussi en fait, ici quand aujourd'hui. j'étais députée européen, je l'ai été 2 ans, je l'ai dit, je savais que l'Europe, enfin les Français, les citoyens, étaient déconnectés de ce qui se passait à l'Europe. Et je me suis dit, mais comment on fait pour sensibiliser les gens et vraiment, j'ai pris à cœur ça. D'abord, j'ai ouvert une permanence. Pas beaucoup de députés européens ouvrent des permanences. Même les députés nationaux se sont demandé pourquoi ils devraient ouvrir une permanence. Bah, c'est juste pour accueillir du public. On est là pour ça quand même. Donc j'ouvre une permanence au cœur de Lyon. Jamais ça avait été fait. Ensuite, j'organise des ateliers de l'Europe. Les gens s'inscrivaient sur Internet et ils venaient et on leur donnait des cours sur le fonctionnement des institutions. Et quand je légiférais, enfin quand on travaillait sur les textes au Parlement européen, j'expliquais mes votes. Donc on a du matériel au Parlement européen qui nous permet justement, comme vous, d'avoir une caméra, de se filmer et d'expliquer les votes. Et on dit, aujourd'hui, voilà l'ordre du jour, voilà ce que j'ai voté et voilà pourquoi je l'ai voté. Et je le mettais sur une chaîne YouTube aussi pour expliquer mes votes. Et ça, oui, j'étais la première à le faire. Et vous trouvez que ça a bien marché Les gens trouvaient ça vachement bien. Les gens trouvaient ça, mais étaient étonnés parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Et si je suis députée demain, je recommencerai. Comptez sur moi. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui ont poursuivi dans ce sens, peut-être. Alors, on va revenir sur l'énergie parce que c'est un sujet qui passionne, j'ai l'impression. Mais alors, il y a Dandelion qui vous demande en fait quelle énergie renouvelable vous souhaitez mettre en place. Vous avez un peu critiqué l'éolien là. Non, je ne critique pas l'éolien. Je n'ai pas les compétences pour le critiquer. Je dis ce que j'en ai lu. C'est qu'il y a aussi une pollution qui se fait dans les sols. Je ne maîtrise pas le sujet. J'ai simplement lu que peut-être qu'on y revient. Sans compter la question des paysages, ça peut... Alors, dans la mer, ça, c'est moins gênant. Donc le offshore. Oui, voilà. Mais les paysages terrestres, ça peut porter un préjudice, en tout cas, sur les paysages. Mais moi, j'ai pas de vérité absolue sur quelle énergie, quelle est la meilleure par rapport à une autre. Simplement, ce que je dis comme responsable politique, il faut être honnête. Je ne suis pas une ingénieure de l'énergie. Il faut être honnête. Je dis simplement qu'il faut qu'on accompagne cette transformation et qu'on porte politiquement tout ça. Parce que ce sont des entreprises. D'ailleurs, les entreprises vont bien plus vite que les politiques. Ils ne nous ont pas attendus. Je vous parlais de l'hydrogène tout à l'heure, ils ne nous ont pas attendus pour innover. Et c'est ça qui est bien. La réglementation, je dirais. Oui, voilà, ils innovent. Et c'est aux politiques ensuite de mettre en place les outils juridiques, les réglementations à vigueur. Mais par exemple, sur un projet comme le PR, qui a un calendrier qui s'alourdit et une facture Enfin oui, pardon, c'est le calendrier qui s'allonge et la facture qui s'alourdit. Donc plutôt PR, éolien, enfin comment vous voyez éventuellement ce genre de mix énergétique? Je veux dire, il n'est pas question aujourd'hui de se dire on va abandonner le nucléaire. C'est notre indépendance énergétique. Vous imaginez demain, si on n'a plus nucléaire, on va aller importer notre électricité? Enfin, c'est juste impensable. J'arrive pas à trouver le mot. L'énergie nucléaire pour la France, c'est un fleuron, voilà, je cherchais le mot. C'est un fleuron pour la France, c'est son indépendance énergétique. Sans le nucléaire, d'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait compenser justement une source d'énergie. On n'est pas encore prêt pour le renouvelable, mais c'est pour ça qu'il faut investir là-dedans. D'accord, mais il y a les méthodes qui demandent où est-ce qu'on trouve l'uranium pour ce nucléaire? Il y a des chantiers, je ne peux pas vous dire géographiquement où. Vous irez sur Internet, vous les trouverez. Bon, on est méthodias, désolé. Ok, alors
Oula, Calcine nous demande, c'est le maire de sa commune est UDI, ok, mais est-ce que vous avez encore, vous suivez dans le débat politique local, mais je vais traduire ça par, est-ce que vous avez encore des ambitions locales, par exemple pour les municipales à Lyon, donc Vous savez, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond et je vais jusqu'au bout de mes opinions. Donc, je suis pleinement engagée dans cette campagne européenne. Je le fais avec passion, je le fais avec engagement, parce que je crois énormément à ce beau projet, cette belle ambition, et je suis déterminée à ce qu'on fasse plus de 5%, parce que 5%, c'est 5 élus pro-européens qui vont siéger, et on fera baisser d'autant des eurosceptiques ou des députés qui sont contre l'Europe. Et c'est ça, c'est multiplier justement des députés qui sont en faveur de l'Europe et qui veulent la faire avancer. Vous la trouvez pas un peu dure cette campagne? J'ai l'impression que, déjà, il y a 33 listes, mais ça, à la limite, tant mieux, mais qu'on n'en parle pas beaucoup, j'ai l'impression que personne ne va aller voter. C'est un peu tous les 5 ans, on répète ça. Hein, absolument. Mais c'est marrant, parce qu'on parle de l'Europe à la veille d'une élection européenne. Pourquoi on n'en parle pas pendant 5 ans, pendant tout le mandat? Mais c'est ça. Moi, j'en parle depuis septembre. Non, mais très bien. Non, mais c'est à votre honneur. Mais simplement, je dis, mais on devrait parler d'Europe tout le temps. Parce qu'on parle de l'Europe que pour signaler ce qui ne va pas. On ne dit jamais ce qui va bien. Par exemple, vous êtes tous contents qu'il y ait du roaming aujourd'hui. Alors, le roaming, on va rappeler, c'est l'itinérance qui n'est plus payante en Allemagne. En Europe. Vous avez un forfait téléphonique qui vous permet de téléphoner dans le cadre de votre forfait et de vous connecter à Internet dans le cadre de votre forfait sans supplément. Ça, c'est grâce à l'Europe. Je veux dire, il y a des choses qui se font grâce à l'Europe. Vous ne le percevez pas comme tel, mais c'est aussi la faute des politiques parce qu'ils n'ont jamais mis en avant l'Europe. Ils ont toujours dénoncé, ils ont toujours en fait culpabilisé l'Europe pour leurs propres défaillances. Ça marche pas, c'est pas nous, c'est l'Europe. Sauf que l'Europe, c'est nous. C'est Bruxelles. Non, Bruxelles, c'est nous. Non, mais je sais, parce que le Conseil européen, c'est Bruxelles. C'est le président de la République qui siège, il y a un Conseil des ministres, il y a une commission, et ce sont des commissaires émanant de chaque pays. Donc c'est nous. Il ne faut pas dire que c'est les autres. Ouais. D'accord, il y a Zurich qui rappelait que Macron avait beaucoup parlé d'Europe dans sa campagne présidentielle. Est-ce que ça fait partie de vos déceptions, en fait? Vous parlez des déceptions envers Macron en début d'émission. Est-ce que justement cette partie-là... Je le dis d'autant plus à l'aise parce que moi, le premier tour, j'ai voté LR, mais au deuxième tour, face à Marine Le Pen, moi, je ne négocie pas avec mes valeurs. Je suis vraiment, comme disait un homme politique présent, je suis droite dans mes bottes et dans mes baskets et je négocie pas. Moi, le plus jeune d'entre nous, c'était Alain Juppé. Voilà, oui. Non, je reste droite dans mes baskets. Mes valeurs, c'est mes valeurs. C'est mon histoire familiale. C'est le combat de mon père pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un héritage aussi qui me ancre des convictions. Et le Front National, pour moi, c'est juste inenvisageable. Je me battrai tout le temps contre le Front National. Et j'ai appelé à voter Emmanuel Macron en me disant, j'espère qu'il va réussir et j'espère qu'il pourra effectivement mener les réformes tant attendues dans ce pays. Son discours de l'Europe, oui. C'était une belle ambition aussi. J'ai attendu le projet, parce qu'en tant que candidate, bien sûr, on regarde les projets qui sont portés. J'avoue que j'ai été très déçue. Très déçue. C'est un projet qui n'est pas abouti. Surtout, vous parlez du projet La Liste Renaissance, là, c'est ça? Oui, La Liste Renaissance, ce n'est pas abouti, parce que quand on est président de la République, on a des ambitions. Je vais même dire que l'ambition qu'on porte, nous, les Européens, avec le projet UDI, il est plus ambitieux que le projet d'Emmanuel Macron, qui est président de la République. Et je me dis, et ça fait 2 ans qu'il est président de la République, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans en étant au Conseil européen? Qu'est-ce qui a changé? On a beaucoup parlé du travailleur détaché, la compétition entre salariés européens. On a stigmatisé le plombier polonais on revient en 2005, là, oui. Oui, non, mais c'est juste pour reprendre l'exemple, parce qu'il était vraiment caricatural. Donc, on se plaint de la compétition déloyale entre salariés européens, mais il faut qu'on se bouge justement pour éviter ce dumping social et fiscal, parce que les entreprises ne payent pas les mêmes impôts sur les sociétés et les salariés ne payent pas les mêmes cotisations sociales. Il a obtenu qu'on diminue le temps durant lequel les salariés sont détachés et il a obtenu aussi que le salaire à travail égal, salaire égal.
Mais ce n'est pas tant le salaire, en fait. C'est les cotisations sociales, c'est le coût du travail. Si un travailleur, je dis n'importe quoi, autrichien, vient en France et qui paye des cotisations extrêmement basses, il sera toujours moins cher qu'un travailleur français parce qu'on a une forte protection sociale, on a beaucoup de cotisations, donc il faut travailler là-dessus. Donc je suis déçue par rapport à ça. Sur l'immigration, on a vu des bateaux arriver sur les rives sud de l'Europe et il a fermé les yeux, il a fermé ses oreilles, il ne s'est pas exprimé alors que la France devait avoir des quotas, devait prendre sa responsabilité. Il n'a pas pris ses responsabilités. On en a pris bien en dessous de ce qu'on devait prendre. Donc là aussi, il n'a pas été à la hauteur. On aurait dû ouvrir les ports, on aurait dû... Non, c'est d'être responsable, c'est-à-dire de trouver des alliés et d'engager l'Union européenne, tout le Conseil européen, vers une gestion de ce problème migratoire. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un problème, c'est un problème. On ne peut pas accueillir, comme disait en son temps... Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on ne peut pas non plus laisser les gens mourir en Méditerranée. Mais si on veut éviter que les gens meurent en Méditerranée, il faut qu'on se bouge, justement, pour qu'on se dote d'une bonne gouvernance de la gestion migratoire, qu'on sache comment on se coordonne là-dessus et comment on engage le co-développement avec les pays qui sont des pays d'origine de ces flux migratoires. Donc nous, dans notre liste, on propose sur la question migratoire une agence européenne pour les migrations, parce que chaque État ne peut pas jouer seul dans son coin. Je parlais tout à l'heure de politique intégrée. Là, c'est une politique intégrée dont on a besoin, parce qu'on voit bien la faillite des systèmes nationaux. Donc, il faut une agence européenne qui gère à la fois la question migratoire. Chaque pays est souverain, je l'ai dit tout à l'heure. On décide nous-mêmes de qui on veut et de combien on veut, de personnes. Ça, c'est pour les migrants. Et sur la question du droit d'asile, on doit pouvoir mieux se répartir, mieux gérer aussi les demandes. C'est pas déjà le cas aujourd'hui. Il y a eu les quotas où la Hongrie a refusé, mais la France a pris une petite part. Enfin, mais exactement, ça peut pas marcher. Et où l'Allemagne en a accepté beaucoup, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un échec, ça. Et comment on peut Parce qu'il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas d'Europe sur les questions migratoires. C'est l'absence d'Europe. Donc il faut de l'Europe là-dessus. Là, il y a quelque chose à créer. Donc nous, on propose la création d'une agence européenne qui gère effectivement les droits d'asile pour que dans chaque État membre, eh bien, il y ait les mêmes conditions. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit moins 10 ans et un autre mieux 10 ans, pardon. Donc il faut harmoniser les règles du droit d'asile. Et puis la gestion des dossiers dans cette agence, parce que chacun gère dans son coin, mais il faut justement rassembler toute cette instance, gérer les demandes et renvoyer les gens chez eux quand les demandes sont refusées. C'est pas possible. Il n'y a que 40% des déboutés du droit d'asile qui sont renvoyés dans leur pays d'origine. Que 40%. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Ils vivent dans des conditions lamentables. Donc l'agence européenne, et bien sûr, il faut travailler en prévention, c'est-à-dire engager, moi j'appelle ça le pacte d'avenir avec l'Afrique, engager du co-développement, une vraie politique de coopération avec l'Afrique pour développer ce territoire. Mais vous savez, en plus, c'est bien pour l'Afrique, mais c'est bien pour nous. Parce que l'Afrique, si elle se développe, elle devient naturellement, parce qu'on est dans un axe nord-sud, avec cette proximité des continents, les Africains deviennent nos clients. Il vaut mieux avoir 2,5 milliards de clients demain que 2,5 milliards de migrants. Enfin, il y a un truc il faut absolument avoir une responsabilité politique. Alors, je voudrais revenir sur les travailleurs détachés, parce que vous avez parlé de travailler sur, alors c'était pas très précis, sur le problème de la différence de cotisation sociale d'un pays à l'autre, où en France elles sont assez importantes parce qu'il y a la protection afférente, et d'autres pays où elle est plus faible. Donc, dans quel sens faut harmoniser? Enfin, comment on fait justement pour qu'il y ait un équilibre sur des travailleurs qui viennent d'autres pays mais qui ont quand même le droit de travailler en France, puisqu'il y a quand même une circulation, et ça vaut aussi pour les autres pays. Donc comment on fait pour que justement il y ait cet équilibre et qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence Oui. Alors, il y a une compétition à deux niveaux. Il y a la compétition entre entreprises, parce qu'elles ne payent pas les mêmes impôts sur les sociétés. Nous, on est à 33% quand l'Irlande est à 10%. Le Luxembourg aussi est très bas, donc c'est pas possible. Donc en fait, nos entreprises ne sont pas dans une concurrence, dans une compétition loyale. Là aussi, il faut faire converger les systèmes d'impôt sur les sociétés et sur les salariés. Il faut là aussi converger. Alors harmoniser, c'est l'idéal, mais on n'en est pas encore là et loin. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous disons il faut converger et il faut qu'on se dote d'un
plancher et d'un plafond. On ne peut pas accepter que pour des salariés, les cotisations soient en deçà d'un certain niveau. Et on ne peut pas, évidemment, il faut mettre un plafond. Alors la France est la mieux disante, mais voilà. J'entends dans le projet Macron qu'ils veulent maintenir un SMIC européen, mais ça ne veut rien dire un SMIC européen. On ne peut pas imposer aux États qui ont un niveau de vie plus faible par rapport à un autre État d'élever drastiquement. Ce ne serait pas un SMIC unique, si j'ai bien compris. Ce serait quelque chose en rapport avec le niveau mais de il y a chaque déjà pays. 22 SMIC européens à l'échelle de l'Union européenne. Il y a déjà des SMIC européens, donc c'est pas le sujet. L'Allemagne vient d'en sujet... adopter un d'ailleurs, c'est tout récent. Mais chacun fait effectivement chez lui. Mais la question c'est, quand par exemple un travailleur est détaché, à travail égal, salaire égal, on est d'accord. Mais les cotisations doivent être égales également. Donc nous, on dit plancher et plafond, que ce soit pour la fiscalité des entreprises ou que ce soit pour la protection sociale, les cotisations. Et comment on peut imposer ce genre de convergence fiscale en fait? C'est du travail. Je vous disais tout à l'heure qu'au Parlement européen, vous savez, la directive du travailleur détaché, elle revient tout le temps parce qu'elle est mise à l'agenda. Parce qu'en effet, on n'est pas content, il faut remettre ça à l'agenda, l'améliorer. Donc elle revient à l'agenda systématiquement parlementaire. Et quand les parlementaires vont travailler sur le texte, il faut des députés qui ont des fortes convictions, qui ont un pouvoir d'influence. Le problème, c'est que les listes, vous avez vu, ils font des castings, ils envoient au Parlement européen des gens, mais il faut avoir des vraies compétences. Ça ne peut pas être des gens qui vont siéger, juste signer une feuille et partir. Il y a beaucoup de députés qui ne prennent pas à cœur leur mission. Et il y a des gens qui n'ont pas les compétences aussi pour négocier des dispositions dans les textes. Et alors que, moi je l'ai vu, les autres pays, vous prenez l'exemple des Allemands, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, les Allemands ont tous les postes clés. Les Français n'en ont pas. Ouais. Chercher l'erreur. Donc il faut avoir des députés européens solides, qui ont des compétences, qui ont un sens diplomatique, parce que ce sont des pays différents des nôtres. Et donc il faut avoir un sens de la diplomatie, parce qu'on ne peut pas heurter. Ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron est assez catastrophique. Quand il a envoyé sa lettre, a donné des leçons à tout le monde, quand il stigmatise des gouvernants... c'est pas ma tasse de thé, le président de la Hongrie, ni Salvini en Italie, mais ils ont été élus. Donc, ils ont été élus, il faut qu'on négocie avec eux, il faut qu'on cherche des points de consensus. L'Europe, c'est le consensus, c'est le compromis. On ne peut pas avancer frontalement. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pris frontalement les gens. Et il s'est retrouvé bien isolé. Regardez, le dernier Conseil européen, c'était le Brexit. Il s'est retrouvé tout seul à essayer d'imposer une date qui serait avant l'élection européenne. Et du coup, ça a été reporté au 31 octobre. C'est dommage. Il s'est retrouvé isolé parce que la méthode n'est pas la bonne. Donc je disais, il faut des compétences techniques, du sens des relations diplomatiques. Il faut quand même parler anglais parce que quand vous négociez dans des petites salles avec les autres groupes politiques et vous parlez de vos textes qui sont déjà bien costauds, si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, ils ne sont pas tous francophones. Il y a quand même 24 langues officielles. Oui. Donc, et la langue assez universelle, c'est l'anglais. Alors qu'ils vont partir en plus. Et en plus, ils vont partir, c'est comme ça. Et ça permet justement de créer des liens avec les autres députés et de pouvoir négocier les amendements. Donc c'est finalement. Et donc c'est un pouvoir d'influence en fait. C'est uniquement ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, parce que on va commencer à finir, mais comment on peut justement imposer ou en tout cas négocier et arriver à un consensus sur un dossier aussi lourd que c'est. Lorsque la directive revient convergence fiscale revient à l'agenda, il y a des commissions qui sont en charge de compétences spécifiques. Moi, j'étais à l'époque à la commission protection des consommateurs et marché intérieur. Précisément, elle vient dans cette commission, ce texte vient dans cette commission. Et j'étais dans la commission commerce international, où on a traité des traités de libre-échange aussi. Les accords commerciaux, vaste problème aussi. On n'en a pas parlé, dommage. Quand le texte arrive, il faut trouver des alliés entre les divers groupes politiques pour qu'on puisse porter ça et le faire voter au Parlement. Une fois que c'est voté, ensuite on rentre dans une phase de négociation avec la Commission et avec le Conseil, ce qu'on appelle le trilogue. Tout à fait, oui. Et une fois qu'on négocie avec les deux, si nous on est sûr et qu'on a un vote massif au Parlement européen, c'est un rapport de force favorable. Un rapport de force par rapport par rapport à d'autres qui seraient contre cette avancée, oui. Donc c'est vraiment un travail de fond.
Alors, il y a Xan qui revient sur le besoin d'unanimité, mais ce n'est pas sur tous les sujets. Donc, Alors l'unanimité, si, c'est très important, parce qu'on dit les citoyens voient ça de façon très opaque, c'est loin. Pourquoi? Parce que l'Union européenne pêche par le manque de démocratie. En fait, tous les 5 ans, on vous demande de voter aux européennes, mais vous savez absolument pas ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Donc on vient vous dire votez pour moi parce que j'ai un super projet. Vous avez des questions extrêmement pertinentes. Vous nous dites mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Et comment vous travaillez là-bas? Moi, ça me plaît de venir vous expliquer. Mais c'est dommage que la Commission européenne, que les commissaires ne soient pas élus par ceux qui vous représentent, c'est-à-dire les parlementaires européens. Les commissaires, une fois qu'ils sont désignés par les États, il faudrait qu'ils obtiennent plus de 50% des voix des parlementaires. Ah, c'est sûr que pour l'instant, non, c'est Eh pas bien le cas. non. Moi, je défie Emmanuel Macron. Est-ce que quand il va désigner le commissaire européen pour la prochaine mandature, est-ce qu'il va nous va soumettre aux parlementaires le vote pour avoir une majorité? Pour l'instant, le Parlement ne s'est pas encore emparé de son pouvoir de censure d'un commissaire, si j'ai une bonne Non, mémoire. mais non, parce que c'est conforme, pas conforme. On n'a pas un droit de vote démocratique. Oui, c'est ça, tout ou rien. C'est ça. Donc on ne peut pas, il n'y a pas. Donc il faut des candidats, il faut qu'on puisse dire on préfère celui-là, qu'on puisse voter et qu'il obtienne plus de 50% des suffrages. La deuxième chose qui pêche aussi, c'est l'unanimité dans le fonctionnement. Le Conseil européen doit avoir l'unanimité des voix pour faire avancer une disposition, une règle au sein de l'Union européenne. Nous, on dit qu'il faut mettre fin à ça. Et c'est prévu dans les traités. Il y a un article qui dit, pour les questions fiscales et sociales, on peut déroger à l'unanimité. Aujourd'hui, un pays, même le plus petit, a sa capacité de veto. Dit, non, moi je ne veux pas y aller. Vous voulez Luxembourg, par exemple, ou taxe Malte. carbone, moi je ne veux pas. Pour limiter, pour faire payer les produits importés qui consomment du carbone, nous on veut par exemple la taxe carbone. Il y a un pays qui dit non, non. Donc il faut mettre fin à l'unanimité, il faut remettre une majorité qualifiée qui permette d'avancer justement sur des sujets qui intéressent, surtout sur des sujets comme le social ou la fiscalité. D'accord. Bon, il est 19h49. Je crois qu'on va pouvoir commencer, on va arrêter tout doucement l'interview. Je vais vous poser une dernière question. Là, il reste 3 petites semaines de campagne. Quel est votre programme là? Comment vous voyez la fin de la campagne Eh bien, ça démarre à peine, en fait, le débat. C'est dommage, parce qu'on a eu 5 mois de débat national qui a complètement amputé la période de campagne européenne. Et le débat commence à peine. Donc, on va continuer à porter nos propositions. On est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, allez sur Twitter. On met systématiquement nos propositions, nos perceptions aussi, notre façon de faire. On va se battre, on va continuer à être sur le terrain. Je vais continuer à être présente aussi sur les médias. Vous m'avez donné cette chance de venir vous expliquer l'Europe. C'est une belle tribune, là aussi. Tout ce qui concourt à expliquer l'Europe, je suis partante. Et je répondrai présente à tout, même si vous m'interpellez sur Twitter ou sur Facebook, je vous adresserai évidemment des réponses. Vous pouvez continuer à me solliciter. Ok, message reçu alors. Donc c'est Bera Nora sur Twitter pour retrouver Nora Bera. Et donc désolé là, alors il y a pas mal de questions. J'ai oublié un stylo, donc je n'ai pas pu noter les pseudos à chaque fois. Donc vraiment désolé si vous n'êtes pas entendu dans les questions. Je vous remercie une dernière fois pour cette heure passée ensemble. Et je vous dis au revoir alors. Et donc prochaine émission, parce que la semaine prochaine elle est bien chargée. Donc qu'est-ce qui... La QAG, c'est tout, d'accord. Bon, alors, les questions d'actualité au gouvernement avec François mardi prochain. Mais mardi sera déjà une petite journée, mais surtout mercredi prochain qui sera lourd. La semaine prochaine va être très très lourde. Vous allez voir, dès que le programme va sortir lundi, là, beaucoup d'émissions. Et même vous pouvez réserver déjà votre samedi. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas... samedi prochain, il y a un gros machin qui débarque et donc je n'ai pas le droit d'en parler, mais vous pouvez cocher sur votre agenda. D'ici là, bon vendredi, bon week-end. Encore merci à vous, Nora Bera. Merci, c'était un vrai plaisir de venir parler de fond enfin. Et merci de m'avoir accueilli sur vos écrans. Et votez bien, le 26 mai, c'est une date très importante parce que c'est un moment historique quand même. Il y a beaucoup de Frexiteurs, il y a beaucoup de eurosceptiques.
Et on a besoin d'Europe et il faut envoyer des parlementaires qui vont défendre cette construction. Ok, merci beaucoup pour cette conclusion. Et donc bon vendredi, bon week-end et bonne soirée. Salut.